Et si je te disais qu'une place de parking pouvait se vendre à 1 million d'euros? Tu as peut-être vu cette information, c'était en 2021 à Hong Kong, une place de parking s'est vendue pour ce prix-là. Est-ce que c'est pas un peu fou? Alors dans cette vidéo, on va voir les raisons pour investir en France quand on est expat en Asie et notamment à Hong Kong et Singapour. Avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne Immo pour Expat, je sors une vidéo sur YouTube par semaine concernant l'investissement immobilier quand on est expatrié. Un truc qui m'a toujours choqué, c'est les prix de l'immobilier à Hong Kong et Singapour notamment. J'ai pour ma part été expat à Hong Kong entre 2016 et 2017 et j'avais halluciné quand j'avais vu les prix de l'immobilier. Alors qu'en France, les prix de l'immobilier sont largement accessibles, surtout quand on est expat de ces pays-là, vu la différence de revenus qu'on va avoir et de pouvoir d'achat. En France, grosso modo, on a des prix de l'immobilier qui sont autour de 3 500 € en moyenne. Forcément, ça va jouer entre quelle ville on va choisir, mais c'est quand même largement plus abordable. De l'autre côté, à Singapour et Hong Kong, on est sur des prix exorbitants. J'ai même vu la statistique assez intéressante que pour se payer 23 mètres carrés à Hong Kong, il fallait débourser 1 million d'euros. Tout de suite, on y voit un intérêt. En tant qu'expat situé en Asie, clairement, cette accessibilité de l'immobilier en France est un attrait. Et puis le deuxième avantage qui découle du premier, c'est ce ratio rentabilité, sécurité et valeur de refuge. En fait, ça c'est peut-être les trois arguments notamment pour investir dans l'immobilier en France. D'un côté, en France, on va pouvoir acquérir des biens très rentables, autour de 5, 6, voire même 7% très facilement. Alors, est-ce que c'est très rentable autour de ces pourcentages-là? Non, ça ne l'est pas vraiment. Personnellement, j'acquiers des biens que quand il y a minimum 10% de rentabilité, sauf quelques petites exceptions dans des stratégies très particulières. Mais ce que je veux dire, c'est que si on compare la rentabilité d'un bien à Hong Kong, Singapour versus la France, eh bien 6-7% en France, ça va être un très bon investissement en comparaison à ce qu'on pourrait faire à Hong Kong ou à Singapour par exemple. L'autre chose, c'est la sécurité. Alors ce que je veux dire par là, c'est qu'en France, le marché de l'immobilier est très stable. Il est très stable pour plein de raisons, parce qu'il y a une offre et une demande qui est très saine. Il est très stable également par les taux d'intérêt qui y sont fixes. Cette possibilité d'avoir des taux d'intérêt fixes est une chance en tant qu'investisseur immobilier. Ce n'est pas du tout le cas à Singapour où par exemple le taux d'intérêt est variable. Et donc, c'est potentiellement très dangereux. On ne sait jamais finalement quand on va acquérir un bien immobilier ce qu'on va gagner ou perdre. Puisqu'en fait, si le taux d'intérêt augmente ou diminue, notre marge, notre plus-value, notre rendement peut éventuellement être modifié et varié. L'autre chose, et c'est aussi une conséquence des arguments que je viens d'énoncer précédemment, c'est la valeur refuge. En France, l'immobilier, comme dans beaucoup de marchés dans le monde entier, c'est une valeur refuge. Mais encore plus dans un marché immobilier tel qu'il y a en France. Pourquoi? En fait, c'est ce critère de taux fixe fait que le marché immobilier est très stable. Si je te pose la question, quand est-ce que était la dernière crise immobilière en France? Est-ce que tu sais y répondre? Alors tu vas me dire, oui, peut-être qu'en 2023, il va y avoir une crise immobilière. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y aura une crise immobilière en France. Peut-être que je vais me tromper, on verra bien, mais je n'y crois pas. On peut parler de stagnation, voire de baisse. Ça, je suis d'accord, mais une crise, non. Alors que Hong Kong et Singapour notamment, mais pas qu'en Asie, il y a d'autres pays comme le Vietnam par exemple, ou l'Indonésie, ou même la Thaïlande, qui sont politiquement potentiellement instables. Je dis bien potentiellement, ils ne le sont pas aujourd'hui, peut-être que tout est stable. Mais la réalité, c'est qu'il y a certains facteurs qui fait qu'il pourrait y avoir une instabilité politique réelle et donc un changement de régime par exemple. Qu'est-ce qui se passera avec Hong Kong par exemple lorsqu'elle arrêtera d'être une région administrative autonome? Est-ce que ça arrivera un jour? J'en sais rien, mais normalement il est prévu à une certaine date qu'elle rejoigne totalement la Chine. En plus, on voit de plus en plus le pouvoir de la Chine augmenter à Hong Kong. Ce n'est pas forcément négatif, je ne suis pas en train de juger, même si je pense qu'on peut avoir des gros doutes là-dessus. Ça peut donc avoir un impact vis-à-vis des investisseurs et donc de l'économie hongkongaise. Singapour, c'est un peu la même chose, même s'il n'y a pas le facteur Chine, c'est quand même un régime politique assez autoritaire, on ne peut pas dire le contraire. Et donc, à tout moment, on ne sait jamais vraiment ce qui peut se passer. Alors évidemment, certains vont me dire « Non, mais c'est très stable, c'est comme ça depuis des décennies, il n'y a jamais un problème. » Oui, mais par exemple, qui aurait pu dire que l'Ukraine allait être attaquée par la Russie? Sincèrement, je t'aurais posé la question 2 ans auparavant, je pense que personne ne l'aurait su. Une guerre, ça ne se prévoit pas, ça ne s'anticipe pas. Bon, je ne suis pas en train de te dire qu'il va y avoir une guerre dans ces pays-là, je ne le pense pas. Mais on ne sait jamais. L'autre chose, c'est l'effet de levier. Quand on investit en France, on peut obtenir un financement et donc bénéficier de cet effet de levier. Alors si tu es résident à Singapour et à Hong Kong, tu pourras emprunter auprès d'une banque de ces deux pays-là.
Mais l'effet de levier est quand même très avantageux. En fait, il y en a beaucoup qui disent que tu dois emprunter et tu dois mettre 30% sur la table. Et c'est peut-être ce que tu as déjà entendu et c'est peut-être même ce que tu as déjà fait et je m'en excuse d'avance. Dans mon accompagnement, par exemple, mes participants arrivent à obtenir un financement en moyenne avec 10% d'apport uniquement. On voit donc bien là une économie de 20%. C'est énorme. Certains arrivent même à mettre un peu moins d'apport que 10%. C'est d'ailleurs notamment mon cas. Quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier depuis Hong Kong, j'ai acquis un appartement et puis forcément j'ai obtenu un financement en France où j'ai mis, tiens-toi prêt, 1,4% d'apport. Autant dire que c'était gratuit et sans apport. Alors je peux d'ores et déjà te dire quelques petites astuces pour faciliter ton financement et mettre moins d'apport. L'un des trucs assez bateaux, c'est mettre déjà de l'épargne dans ton compte bancaire en France. Oula, j'espère que tu en as déjà un. Si tu n'en as pas un, c'est pas grave. Tente d'en ouvrir un déjà maintenant auprès d'une banque, de tes parents par exemple. Ça pourra aider et j'espère que tu ne l'as pas fermé. Ça, c'est une erreur que j'avais fait. Ne ferme pas ton compte bancaire en France. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça peut être utile, notamment lorsqu'il faudra obtenir un financement. Ça fait déjà une porte de financement potentiellement ouverte. L'autre chose, fais un dossier bancaire comme un pro. Agis sereinement, avec confiance, sois sûr de toi. Porte ton projet avec maturité et sérieux et acquiert un bien rentable. J'insiste là-dessus. Si ton bien n'est pas rentable, ton financement sera forcément plus compliqué. Dans l'immobilier, tout est lié. L'autre avantage à investir dans l'immobilier en France, et je l'ai évoqué au tout début de la vidéo, c'est cette différence de pouvoir d'achat. C'est quand même immense. Avec l'argent et le salaire que tu gagnes à Hong Kong et à Singapour, comme moi j'ai pu le bénéficier, et aujourd'hui je suis expat à Luxembourg, c'est quasiment la même chose, et bien forcément on bénéficie d'un pouvoir d'achat beaucoup plus conséquent. Si tu utilises ce pouvoir d'achat pour acquérir un bien à Hong Kong, à Singapour ou même dans un autre pays en Asie, finalement tu ne bénéficies pas de ce pouvoir d'achat-là parce que tu achètes au prix local. Alors que si tu vas dans un pays moins coûteux, où il y a un effet de levier important, qui est stable, qui est sécure, où il y a une valeur refuge de l'immobilier tout en gardant des rendements comme quoi, comme la France, tu as un avantage parce que tu pourras bénéficier de ce pouvoir d'achat-là. Et donc là, tu bénéficies pleinement de cette différence de pouvoir d'achat. Une autre raison, et je pourrais t'en citer plein d'autres pour investir en France, c'est préparer ta retraite. Alors à moins que tu comptes finir ta vie à Hong Kong et à Singapour ou même en Asie, ce que je peux comprendre, je ne juge pas, tu comptes peut-être rentrer un jour en France, eh bien prépare ta retraite. Alors la retraite, tu vas me dire, c'est dans longtemps, j'ai le temps, il n'y a pas de problème. La retraite, c'est dans longtemps. Mais la préparation, elle est courte. Parce qu'un bien immobilier, ça met 20 ans pour se faire rembourser. 20 ans, c'est long. Et donc pendant ces 20 ans-là, ça ne veut pas dire que ton bien immobilier ne va pas être rentable. D'ailleurs, il doit être rentable. J'espère que tu as fait tes recherches de biens pour que le bien soit rentable. J'espère que tu ne vas pas faire l'erreur d'acheter par exemple du clé en main tout fait où tu ne vas pas être rentable. Ça serait une erreur à mon sens. Mais sinon, tu vas te faire avoir. Et moi, par exemple, j'ai beaucoup d'amis expats qui m'ont dit « Ah ouais, je voulais investir il y a 2-3 ans. » Ben oui. Mais 2-3 ans déjà de perdu. Ta retraite, tu as déjà perdu 2-3 ans de préparation pour ta retraite. Et ta préparation, c'est ce que je t'ai dit, elle est courte. Bref, alors je veux pas dire que tu es vieux, t'en fais pas. Moi aussi, je pense pas forcément à la retraite tous les jours, même en fait jamais. Mais la réalité, c'est que je l'ai préparé en investissant massivement dans l'immobilier. Aujourd'hui, j'ai un patrimoine de 5 millions d'euros. J'ai des loyers annuels de plus de 200 000 euros qui tombent chaque année. À partir de ces loyers de 200 000 euros, j'ai environ entre 60 et 80 000 euros de loyers nets que j'utilise pour réinvestir dans l'immobilier. Et si je te disais que tu pouvais faire la même chose, est-ce que tu me croirais? Eh bien, je vais te dire une chose, le mec qui est en face de toi qui te parle, il n'a rien d'exceptionnel. Si je l'ai fait, tu peux le faire. Sauf que pour ça, tu dois passer par des étapes. Et l'une d'elles, c'est peut-être te former. Alors, si ça t'intéresse, abonne-toi à ma vidéo. Je suis Frédéric d'Immo pour Expat. J'aide les expatriés à investir dans l'immobilier en France. À la semaine prochaine.